Alice au pays de merveilles, chapitre 6. Porc et poivre. Alice resta 1 ou 2 minutes à regarder à la porte. Elle se demandait ce qu'il fallait faire quand tout à coup un laquais en livrée sortit du bois en courant. Elle le prit pour un laquais à cause de sa livrée. Sans cela, à n'en juger que par la figure, elle l'aurait pris pour un poisson. Il frappa fortement avec son doigt à la porte. Elle fut ouverte par un autre laquais en livrée qui avait la face toute ronde et de gros yeux comme une grenouille. Alice remarqua que les 2 laquais avaient les cheveux poudrés et tout frisés. Elle se sentit piquée de curiosité et, voulant savoir ce que tout cela signifiait, elle se glissa un peu en dehors du bois afin d'écouter. Le laquais poisson prit de dessous son bras une lettre énorme, presque aussi grande que lui, et la présenta au laquais grenouille en disant d'un ton solennel « Pour Madame la Duchesse, une invitation de la reine à une partie de croquet. » Le laquais grenouille répéta sur le même ton solennel, en changeant un peu l'ordre des mots « De la part de la reine, une invitation pour Madame la Duchesse à une partie de croquet. » Puis tous 2 se firent un profond salut, et les boucles de leur chevelure s'entremêlèrent. Cela fit tellement rire Alice qu'elle eut à rentrer bien vite dans le bois de peur d'être entendue. Et quand elle avança la tête pour regarder de nouveau, le laquais poisson était parti et l'autre était assis par terre près de la route, regardant niaisement en l'air. Alice s'approcha timidement de la porte et frappa. « Cela ne sert à rien du tout de frapper, dit le laquais, et cela pour 2 raisons. Premièrement, parce que je suis du même côté de la porte que vous. Deuxièmement, parce qu'on fait là-dedans un tel bruit que personne ne peut vous entendre. » En effet, il se faisait dans l'intérieur un bruit extraordinaire, des hurlements et des éternuements continuels, et de temps à autre un grand fracas, comme si on brisait de la vaisselle. « Eh bien, comment puis-je entrer, s'il vous plaît ?» demanda Alice. « Il y aurait quelque bon sens à frapper à cette porte, » continua le laquais sans l'écouter, « si nous avions la porte entre nous 2. Par exemple, si vous étiez à l'intérieur, vous pourriez frapper et je pourrais vous laisser sortir. » Il regardait en l'air tout le temps qu'il parlait, et Alice trouvait cela très impoli. « Mais peut-être ne peut-il pas s'en empêcher, dit-elle. Il a les yeux presque sur le sommet de la tête. Dans tous les cas, il pourrait bien répondre à mes questions. Comment faire pour entrer ?» répéta-t-elle tout haut. « Je vais rester assis ici, dit le laquais, jusqu'à demain. » Au même instant, la porte de la maison s'ouvrit et une grande assiette vola tout droit dans la direction de la tête du laquais. Elle lui effleura le nez et alla se briser contre un arbre derrière lui. « Ou le jour suivant, peut-être, » continua le laquais sur le même ton, tout comme si rien n'était arrivé. « Comment faire pour entrer ?» redemanda Alice en élevant la voix. « Mais devriez-vous entrer ?» dit le laquais. « C'est ce qu'il faut se demander, n'est-ce pas ?» Bien certainement, mais Alice trouva mauvais qu'on le lui dît. « C'est vraiment terrible, murmura-t-elle, de voir la manière dont ces gens la discutent, il y a de quoi rendre fou. » Le laquais trouva l'occasion bonne pour répéter son observation avec des variantes. « Je resterai assis ici, dit-il, l'un dans l'autre, pendant des jours et des jours. » « Mais que faut-il que je fasse ?» dit Alice. « Tout ce que vous voudrez, » dit le laquais, et il se mit à siffler. « Oh, ce n'est pas la peine de lui parler, » dit Alice désespérée. « C'est un parfait idiot. » Puis elle ouvrit la porte et entra. La porte donnait sur une grande cuisine qui était pleine de fumée d'un bout à l'autre. La duchesse était assise sur un tabouret à 3 pieds, au milieu de la cuisine, et dorlotait un bébé. La cuisinière, penchée sur le feu, brassait quelque chose dans un grand chaudron qui paraissait rempli de soupe.
Bien sûr, il y a trop de poivre dans la soupe, se dit Alice, tout empêchée par les éternuements. Il y en avait certainement trop dans l'air. La duchesse elle-même éternuait de temps en temps, et quant au bébé, il éternuait et hurlait alternativement sans aucune interruption. Les deux seules créatures qui n'éternuassent pas étaient la cuisinière et un gros chat assis sur l'âtre et dont la bouche grimaçante était fendue d'une oreille à l'autre. « Pourriez-vous m'apprendre ?» dit Alice un peu timidement, car elle ne savait pas s'il était bien convenable qu'elle parlât la première. « Pourquoi votre chat grimace ainsi ?»« C'est un grimaçon, dit la duchesse. Voilà pourquoi. Porc !» Elle prononça ce dernier mot si fort et si subitement qu'Alice en frémit. Mais elle comprit bientôt que cela s'adressait au bébé et non pas à elle. Elle reprit donc courage et continua. « J'ignorais qu'il y eût des chats de cette espèce. Au fait, j'ignorais qu'un chat pût grimacer. »« Ils peuvent tous, dit la duchesse, et la plupart le font. »« Je n'en connais pas un qui grimace, » dit Alice poliment, bien contente d'être entrée en conversation. « Le fait est que vous ne savez pas grand-chose, » dit la duchesse. Le ton sur lequel fut faite cette observation ne plut pas du tout à Alice, et elle pensa qu'il serait bon de changer la conversation. Tandis qu'elle cherchait un autre sujet, la cuisinière retira de dessus le feu le chaudron plein de soupe et se mit aussitôt à jeter tout ce qui lui tomba sous la main à la duchesse et au bébé, la pelle et les pincettes d'abord. À leur suite vint une pluie de casseroles, d'assiettes et de plats. La duchesse n'y faisait pas la moindre attention, même quand elle en était atteinte, et l'enfant hurlait déjà si fort auparavant qu'il était impossible de savoir si les coups lui faisaient mal ou non. « Oh, je vous en prie, prenez garde à ce que vous faites !» criait Alice, sautant çà et là et en proie à la terreur. « Oh, son cher petit nez !» Une casserole d'une grandeur peu ordinaire venait de voler tout près du bébé et avait failli lui emporter le nez. « Si chacun s'occupait de ses affaires, dit la duchesse avec un grognement rauque, le monde n'en irait que mieux. « Ce qui ne serait guère avantageux, dit Alice, enchantée qu'il se présentât une occasion de montrer un peu de son savoir. Songez à ce que deviendraient le jour et la nuit. Vous voyez bien, la Terre met 24 heures à faire sa révolution. »« Ah, vous parlez de faire des révolutions, dit la duchesse, qu'on lui coupe la tête. » Alice jeta un regard inquiet sur la cuisinière pour voir si elle allait obéir. Mais la cuisinière était tout occupée à brasser la soupe et paraissait ne pas écouter. Alice continua donc. « 24 heures, je crois, ou bien 12, je pense. »« Oh, laissez-moi en paix, dit la duchesse, je n'ai jamais pu souffrir les chiffres. » Et là-dessus, elle recommença à dorloter son enfant, lui chantant une espèce de chanson pour l'endormir et lui donnant une forte secousse au bout de chaque vers. « Grondez-moi ce vilain garçon, battez-le quand il éternue, à vous taquiner sans façon, le méchant enfant s'évertue. » Refrain que reprirent en chœur la cuisinière et le bébé. Brou, 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 bis. En chantant le second couplet de la chanson, la duchesse faisait sauter le bébé et le secouait violemment, si bien que le pauvre petit être hurlait, au point qu'Alice put à peine entendre ces mots. « Oui, oui, je m'en vais le gronder et le battre s'il éternue, car bientôt, à savoir poivrer, je veux que l'enfant s'habitue. » Refrain, brou, 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 bis. « Tenez, vous pouvez le dorloter si vous voulez, » dit la duchesse à Alice. Et à ces mots, elle lui jeta le bébé. « Il faut que j'aille m'apprêter pour aller jouer au croquet avec la reine. » Et elle se précipita hors de la chambre. La cuisinière lui lança une poêle comme elle s'en allait, mais elle la manqua tout juste. Alice eut de la peine à attraper le bébé.
C'était un petit être d'une forme étrange qui tenait ses bras et ses jambes étendus dans toutes les directions. Tout comme une étoile de mer, pensait Alice. La pauvre petite créature ronflait comme une machine à vapeur lorsqu'elle l'attrapa et ne cessait de se plier en deux, puis de s'étendre tout droit, de sorte qu'avec tout cela, pendant les premiers instants, c'est tout ce qu'elle pouvait faire que de le tenir. Sitôt qu'elle eut trouvé le bon moyen de le bercer, qui était d'en faire une espèce de nœud, puis de le tenir fermement par l'oreille droite et le pied gauche afin de l'empêcher de se dénouer, elle le porta dehors en plein air. « Si je n'emporte pas cet enfant avec moi, pensa Alice, ils le tueront bien sûr un de ces jours. Ne serait-ce pas un meurtre de l'abandonner ?» Elle dit ces derniers mots à haute voix, et la petite créature répondit en grognant. Elle avait cessé d'éternuer alors. « Ne grogne pas ainsi, dit Alice, ce n'est pas là du tout une bonne manière de s'exprimer. » Le bébé grogna de nouveau. Alice le regarda au visage avec inquiétude pour voir ce qu'il avait. Sans contredit, son nez était très retroussé et ressemblait bien plutôt à un groin qu'à un vrai nez. Ses yeux aussi devenaient très petits pour un bébé. Enfin, Alice ne trouva pas du tout de son goût l'aspect de ce petit être. Mais peut-être sanglotait-il tout simplement, pensa-t-elle, et elle regarda de nouveau les yeux du bébé pour voir s'il n'y avait pas de larmes. « Si tu vas te changer en porc, dit Alice très sérieusement, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Fais-y bien attention. » La pauvre petite créature sanglota de nouveau, ou grogna, il était impossible de savoir lequel des deux, et ils continuèrent leur chemin un instant en silence. Alice commençait à se dire en elle-même « Mais que faire de cette créature quand je l'aurai portée à la maison ?» lorsqu'il grogna de nouveau si fort qu'elle regarda sa figure avec quelque inquiétude. Cette fois, il n'y avait pas à s'y tromper, c'était un porc, ni plus ni moins, et elle comprit qu'il serait ridicule de le porter plus loin. Elle déposa donc par terre le petit animal et se sentit toute soulagée de le voir trotter tranquillement vers le bois. « S'il avait grandi, se dit-elle, il serait devenu un bien vilain enfant, tandis qu'il fait un assez joli petit porc, il me semble. » Alors elle se mit à penser à d'autres enfants qu'elle connaissait et qui feraient d'assez jolis porcs si seulement on savait la manière de s'y prendre pour les métamorphoser. Elle était en train de faire ses réflexions lorsqu'elle tressaillit en voyant tout à coup le chat assis à quelques pas de là sur la branche d'un arbre. Le chat grimaça en apercevant Alice. Elle trouva qu'il avait l'air bon enfant, et cependant il avait de très longues griffes et une grande rangée de dents. Aussi comprit-elle qu'il fallait le traiter avec respect. « Grimaçon !» commença-t-elle un peu timidement, ne sachant pas du tout si cette familiarité lui serait agréable. Toutefois, il ne fit qu'allonger sa grimace. « Allons, il est content jusqu'à présent, » pensa Alice. Et elle continua. « Dites-moi, je vous prie, de quel côté faut-il me diriger ?»« Cela dépend beaucoup de l'endroit où vous voulez aller, » dit le chat. « Cela m'est assez indifférent, » dit Alice. « Alors, peu importe de quel côté vous irez, » dit le chat. « Pourvu que j'arrive quelque part, » ajouta Alice en explication. « Cela ne peut manquer pourvu que vous marchiez assez longtemps. » Alice comprit que cela était incontestable. Elle essaya donc d'une autre question. « Quels sont les gens qui demeurent par ici ?» « De ce côté-ci, dit le chat, décrivant un cercle avec sa patte droite, demeure un chapelier. De ce côté-là, faisant de même avec sa patte gauche, demeure un lièvre. Allez voir celui que vous voudrez, tous deux sont fous. »« Mais je ne veux pas fréquenter des fous, » fit observer Alice. « Vous ne pouvez pas vous en défendre, tout le monde est fou ici. Je suis fou,
vous êtes folle. » »« Comment savez-vous que je suis folle ?» dit Alice. « Vous devez l'être, dit le chat. Sans cela, vous ne seriez pas venue ici. » Alice pensa que cela ne prouvait rien. Toutefois, elle continua. « Et comment savez-vous que vous êtes fou ?»« D'abord, dit le chat, un chien n'est pas fou. Vous convenez de cela. »« Je le suppose, dit Alice. »« Eh bien, continua le chat, un chien grogne quand il se fâche et remue la queue lorsqu'il est content. Or, moi, je grogne quand je suis content et je remue la queue quand je me fâche. Donc, je suis fou. »« J'appelle cela faire le rouet et non pas grogner, dit Alice. »« Appelez cela comme vous voudrez, dit le chat. Jouez-vous au croquet avec la reine aujourd'hui ? » ?»« Cela me ferait grand plaisir, dit Alice, mais je n'ai pas été invitée. »« Vous m'y verrez, dit le chat, et il disparut. Alice ne fut pas très étonnée, tant elle commençait à s'habituer aux événements extraordinaires. Tandis qu'elle regardait encore l'endroit que le chat venait de quitter, il reparut tout à coup. « À propos, qu'est devenu le bébé ? J'allais oublier de vous le demander. »« Il a été changé en porc, » dit tranquillement Alice, comme si le chat était revenu d'une manière naturelle. « Je m'en doutais, dit le chat, et il disparut de nouveau. Alice attendit quelques instants, espérant presque le revoir, mais il ne reparut pas. Et 1 ou 2 minutes après, elle continua son chemin dans la direction où on lui avait dit que demeurait le lièvre. « J'ai déjà vu des chapeliers, se dit-elle. Le lièvre sera de beaucoup le plus intéressant. » À ces mots, elle leva les yeux, et voilà que le chat était encore là, assis sur une branche d'arbre. « M'avez-vous dit porc ou porte ?» demanda le chat. « J'ai dit porc, » répéta Alice. « Ne vous amusez donc pas à apparaître et à disparaître si subitement vous faites tourner la tête aux gens. »« C'est bon, dit le chat, et cette fois il s'évanouit tout doucement, à commencer par le bout de la queue et finissant par sa grimace qui demeura quelque temps après que le reste fut disparu. « Certes, pensa Alice, j'ai souvent vu un chat sans grimace, mais une grimace sans chat, je n'ai jamais de ma vie rien vu de si drôle. » Elle ne fit pas beaucoup de chemin avant d'arriver devant la maison du lièvre. Elle pensa que ce devait bien être là la maison, car les cheminées étaient en forme d'oreille et le toit était couvert de fourrure. La maison était si grande qu'elle n'osa s'approcher avant d'avoir grignoté encore un peu du morceau de champignon qu'elle avait dans la main gauche et d'avoir atteint la taille de 2 pieds environ, et même alors elle avança timidement en se disant « Si après tout il était fou furieux, je voudrais presque avoir été faire visite au chapelier plutôt que d'être venu ici. » Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Chapitre 7. Un thé de fou. Il y avait une table servie sous un arbre devant la maison, et le lièvre y prenait le thé avec le chapelier. Un loir, profondément endormi, était assis entre les 2 autres, qui s'en servaient comme d'un coussin, le coude appuyé sur lui et causant par-dessus sa tête. « Bien gênant pour le loir, » pensa Alice. « Mais comme il est endormi, je suppose que cela lui est égal. » Bien que la table fût très grande, ils étaient tous 3 serrés l'un contre l'autre, à un des coins. « Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place !» crièrent-ils en voyant Alice. « Il y a abondance de place !» dit Alice, indignée, et elle s'assit dans un large fauteuil à l'un des bouts de la table. « Prenez donc du vin !» dit le lièvre d'un ton engageant. Alice regarda tout autour de la table, mais il n'y avait que du thé. « Je ne vois pas de vin !» fit-elle observer. « Il n'y en a pas, » dit le lièvre. « En ce cas, il n'était pas très poli de votre part de m'en offrir, » dit Alice d'un ton fâché. « Il n'était pas non plus très poli de votre part de vous mettre à table avant d'y être invité, » dit le lièvre. « J'ignorais que ce fût votre table, » dit Alice.
il y a des couverts pour bien plus de 3 convives. Vos cheveux ont besoin d'être coupés, dit le chapelier. Il avait considéré Alice pendant quelque temps avec beaucoup de curiosité, et ce fut la première parole qu'il lui adressa. Vous devriez apprendre à ne pas faire de remarques sur les gens, c'est très grossier, dit Alice d'un ton sévère. À ces mots, le chapelier ouvrit de grands yeux, mais il se contenta de dire « Pourquoi une pie ressemble-t-elle à un pupitre ?» Bon, nous allons nous amuser, pensa Alice. Je suis bien aise qu'il se mette à demander des énigmes. Je crois pouvoir deviner cela, ajouta-t-elle tout haut. Voulez-vous dire que vous croyez pouvoir trouver la réponse ? Dit le lièvre. Précisément, répondit Alice. Alors vous devriez dire ce que vous voulez dire, continua le lièvre. C'est ce que je fais, répliqua vivement Alice. Du moins, je veux dire ce que je dis. C'est la même chose, n'est-ce pas ? Ce n'est pas du tout la même chose, dit le chapelier. Vous pourriez alors dire tout aussi bien que je vois ce que je mange est la même chose que je mange ce que je vois. Vous pourriez alors dire tout aussi bien, ajouta le lièvre, que j'aime ce qu'on me donne est la même chose que on me donne ce que j'aime. Vous pourriez dire tout aussi bien, ajouta le Loir qui paraissait parler, tout endormi, que je respire quand je dors est la même chose que je dors quand je respire. C'est en effet tout un pour vous, dit le chapelier. Sur ce, la conversation tomba, il se fit un silence de quelques minutes. Pendant ce temps, Alice repassa dans son esprit tout ce qu'elle savait au sujet des pies et des pupitres, ce qui n'était pas grand-chose. Le chapelier rompit le silence, le premier. « Quel quantième du mois sommes-nous » dit-il en se tournant vers Alice. Il avait tiré sa montre de sa poche et la regardait d'un air inquiet, la secouant de temps à autre et l'approchant de son oreille. Alice réfléchit un instant et répondit « Le 4 ». « Elle est de 2 jours en retard », dit le chapelier avec un soupir. « Je vous disais bien que le beurre ne vaudrait rien au mouvement », ajouta-t-il en regardant le lièvre avec colère. « C'était tout ce qu'il y avait de plus fin en beurre », dit le lièvre humblement. « Oui, mais il faut qu'il y soit entré des miettes de pain », grommela le chapelier. « Vous n'auriez pas dû vous servir du couteau au pain pour mettre le beurre. » Le lièvre prit la montre et la contempla tristement, puis la trempa dans sa tasse, la contempla de nouveau, et pourtant ne trouva rien de mieux à faire que de répéter sa première observation. C'était tout ce qu'il y avait de plus fin en beurre. Alice avait regardé par-dessus son épaule avec curiosité. « Quelle singulière montre !» dit-elle. « Elle marque le quantième du mois et ne marque pas l'heure qu'il est. »« Et pourquoi marquerait-elle l'heure ?» murmura le chapelier. « Votre montre marque-t-elle dans quelle année vous êtes ?»« Non, assurément, » répliqua Alice sans hésiter. « Mais c'est parce qu'elle reste à la même année pendant si longtemps. »« Tout comme la mienne, » dit le chapelier. Alice se trouva fort embarrassée. L'observation du chapelier lui paraissait n'avoir aucun sens. Et cependant, la phrase était parfaitement correcte. « Je ne vous comprends pas bien, » dit-elle, aussi poliment que possible. « Le Loir est rendormi, » dit le chapelier, et il lui versa un peu de thé chaud sur le nez. Le Loir secoua la tête avec impatience et dit, sans ouvrir les yeux, « Sans doute, c'est justement ce que j'allais dire. »« Avez-vous deviné l'énigme ?» dit le chapelier, se tournant de nouveau vers Alice. « Non, j'y renonce. » répondit Alice. « Quelle est la réponse ?»« Je n'en ai pas la moindre idée, » dit le chapelier. « Ni moi non plus, » dit le lièvre. Alice soupira d'ennui. « Il me semble que vous pourriez mieux employer le temps, » dit-elle, « et ne pas le gaspiller à proposer des énigmes qui n'ont point de réponse. »« Si vous connaissiez le temps aussi bien que moi, » dit le chapelier, « vous ne parleriez pas de le gaspiller. On ne gaspille pas quelqu'un. »« Je ne vous comprends pas, » dit Alice. « Je le crois bien, » répondit le chapelier en secouant la tête avec mépris. « Je parie que vous n'avez jamais parlé autant. »« Cela se peut bien, » répliqua prudemment Alice. « Mais je l'ai souvent mal employé. »« Ah, voilà donc pourquoi. Il n'aime pas cela, » dit le chapelier. « Mais si seulement vous saviez le ménager, il ferait de la pendule tout ce que vous voudriez. Par exemple, supposons qu'il soit 9 heures du matin, l'heure de vos leçons. Vous n'auriez qu'à dire tout bas un petit mot au temps, et l'aiguille partirait en un clin d'œil pour marquer 1h30 l'heure du dîner. »« Je le voudrais bien, »
dit tout bas le lièvre. « Cela serait très agréable, certainement, dit Alice d'un air pensif. Mais alors, je n'aurai pas encore faim, comprenez donc. Peut-être pas d'abord, dit le chapelier. Mais vous pourriez retenir l'aiguille à 1h30 aussi longtemps que vous voudriez. Est-ce comme cela que vous faites, vous ? Demanda Alice. Le chapelier secoua tristement la tête. Hélas, non, répondit-il. Nous nous sommes querellés au mois de mars dernier, un peu avant qu'il devînt fou. Il montrait le lièvre du bout de sa cuillère. C'était un grand concert donné par la reine de chœur, et j'eus à chanter. Ah, vous dirai-je, ma sœur, ce qui cause ma douleur. Vous connaissez peut-être cette chanson. J'ai entendu chanter quelque chose comme ça, dit Alice. Vous savez la suite, dit le chapelier. Il continua. C'est que j'avais des dragées et que je les ai mangés. Ici, le Loir se secoua et se mit à chanter tout en dormant. Et que je les ai mangés, 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 mangés. Si longtemps qu'il fallut le pincer pour le faire taire. Eh bien, j'avais à peine fini le premier couplet, dit le chapelier, que la reine hurla. Ah, c'est comme ça que vous tuez le temps, qu'on lui coupe la tête. Quelle cruauté! S'écria Alice. Et depuis lors, continua le chapelier avec tristesse, le temps ne veut rien faire de ce que je lui demande. Il est toujours 6 heures maintenant. Une brillante idée traversa l'esprit d'Alice. Est-ce pour cela qu'il y a tant de tasses à thé ici ? Demanda-t-elle. Oui, c'est cela, dit le chapelier avec un soupir. Il est toujours l'heure du thé, et nous n'avons pas le temps de laver la vaisselle dans l'intervalle. Alors, vous faites tout le tour de la table, je suppose, dit Alice. Justement, dit le chapelier, à mesure que les tasses ont servi. Mais qu'arrive-t-il lorsque vous vous retrouvez au commencement ? Se hasarda de dire Alice. Si nous changions de conversation, interrompit le lièvre en bâillant. Celle-ci commence à me fatiguer. Je propose que la petite demoiselle nous conte une histoire. J'ai bien peur de n'en pas savoir, dit Alice, que cette proposition alarmait un peu. Eh bien, le Loir va nous en dire une, crièrent-ils tous deux. Allons, Loir, réveillez-vous. Et ils le pincèrent des 2 côtés à la fois. Le Loir ouvrit lentement les yeux. Je ne dormais pas, dit-il d'une voix faible et enrouée. Je n'ai pas perdu un mot de ce que vous avez dit, vous autres. Racontez-nous une histoire, dit le lièvre. Ah oui, je vous en prie, dit Alice d'un ton suppliant. Et faites vite, ajouta le chapelier. Sans cela, vous allez vous rendormir avant de vous mettre en train. Il y avait une fois 3 petites sœurs, commença bien vite le Loir, qui s'appelaient Elsie, Lassie et Tilly, et elles vivaient au fond d'un puits. De quoi vivaient-elles ? Dit Alice, qui s'intéressait toujours aux questions de boire ou de manger. Elles vivaient de mélasse, dit le Loir, après avoir réfléchi un instant. Ce n'est pas possible, comprenez donc, fit doucement observer Alice. Cela les aurait rendues malades. Et en effet, dit le Loir, elles étaient très malades. Alice chercha à se figurer un peu l'effet que produirait sur elle une manière de vivre si extraordinaire, mais cela lui parut trop embarrassant et elle continua. Mais pourquoi vivaient-elles au fond d'un puits ? Prenez un peu plus de thé, dit le lièvre à Alice avec empressement. Je n'en ai pas pris du tout, répondit Alice d'un air offensé. Je ne peux donc pas en prendre un peu plus. Vous voulez dire que vous ne pouvez pas en prendre moins, dit le chapelier. Il est très aisé de prendre un peu plus que pas du tout. On ne vous a pas demandé votre avis à vous, dit Alice. Ah, qui est-ce qui se permet de faire des observations ? Demanda le chapelier d'un air triomphant. Alice ne savait pas trop que répondre à cela, aussi se servit-elle un peu de thé et une tartine de pain et de beurre. Puis elle se tourna du côté du Loir et répéta sa question. Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits ? Le Loir réfléchit de nouveau pendant quelques instants et dit « C'était un puits de mélasse. » « Il n'en existe pas !» se mit à dire Alice d'un ton courroucé. Mais le chapelier et le lièvre firent « Chut, chut !» et le Loir fit observer d'un ton bourru. « Tâchez d'être poli, ou finissez l'histoire vous-même. »« Non, continuez, je vous prie, » dit Alice très humblement. « Je ne vous interromprai plus. Peut-être en existe-t-il un. »« Un ? Vraiment ?
dit le Loir avec indignation. Toutefois, il voulut bien continuer. Donc, ces 3 petites sœurs, vous saurez qu'elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour s'en tirer. Comment auraient-elles pu s'en tirer ? Dit Alice, oubliant tout à fait sa promesse. C'est tout simple. Il me faut une tasse propre, interrompit le chapelier. Avançons tous d'une place. Il avançait tout en parlant et le Loir le suivit. Le lièvre prit la place du Loir et Alice, d'assez mauvaise grâce, celle du lièvre. Le chapelier fut le seul qui gagnât au change. Alice se trouva bien plus mal partagée qu'auparavant, car le lièvre venait de renverser le lait dans son assiette. Alice, craignant d'offenser le Loir, reprit avec circonspection « Mais je ne comprends pas, comment aurait-elle pu s'en tirer ?»« C'est tout simple, » dit le chapelier. « Quand il y a de l'eau dans un puits, vous savez bien comment on en tire, n'est-ce pas ? Eh bien, d'un puits de mélasse, on tire de la mélasse. Et quand il y a des petites filles dans la mélasse, on les tire en même temps. Comprenez-vous, petite sotte ?» « Pas tout à fait, » dit Alice, encore plus embarrassée par cette réponse. « Alors, vous feriez bien de vous taire, » dit le chapelier. Alice trouva cette grossièreté un peu trop forte. Elle se leva indignée et s'en alla. Le Loir s'endormit à l'instant même, et les 2 autres ne prirent pas garde à son départ, bien qu'elle regardât en arrière 2 ou 3 fois, espérant presque qu'il la rappellerait. La dernière fois qu'elle les vit, il cherchait à mettre le Loir dans la théière. « À aucun prix, je ne voudrais retourner auprès de ces gens-là, » dit Alice en cherchant son chemin à travers le bois. « C'est le thé le plus ridicule auquel j'ai assisté de ma vie. » Comme elle disait cela, elle s'aperçut qu'un des arbres avait une porte par laquelle on pouvait pénétrer à l'intérieur. « Voilà qui est curieux, » pensa-t-elle. « Mais tout est curieux aujourd'hui. Je crois que je ferais bien d'entrer tout de suite. » Elle entra. Elle se retrouva encore dans la longue salle, tout près de la petite table de verre. « Cette fois, je m'y prendrai mieux, » se dit-elle. Et elle commença par saisir la petite clé d'or et par ouvrir la porte qui menait au jardin. Puis, elle se mit à grignoter le morceau de champignon qu'elle avait mis dans sa poche, jusqu'à ce qu'elle fût réduite à environ 2 pieds de haut. Elle prit alors le petit passage, et enfin, elle se trouva dans le superbe jardin, au milieu des brillants parterres et des fraîches fontaines. Alice au pays de merveilles. Chapitre 8. Le croquet de la reine. Un grand rosier se trouvait à l'entrée du jardin. Les roses qu'il portait étaient blanches, mais 3 jardiniers étaient en train de les peindre en rouge. Alice s'avança pour les regarder, et au moment où elle approchait, elle en entendit un qui disait « Fais donc attention, 5, et ne m'éclabousse pas ainsi avec ta peinture. Ce n'est pas de ma faute, dit 5 d'un ton bourru. C'est 7 qui m'a poussé le coude. » Là-dessus, 7 leva les yeux et dit « C'est cela, 5. Jetez toujours le blâme sur les autres. Vous feriez bien de vous taire, vous, dit 5. J'ai entendu la reine dire, pas plus tard que hier, que vous méritiez d'être décapité. Pourquoi donc cela, dit celui qui avait parlé le premier. Cela ne vous regarde pas, 2, dit 7. Si fait, cela le regarde, dit 5. Et je veux le lui dire. C'est pour avoir apporté à la cuisinière des oignons de tulipe au lieu d'oignons à manger. 7 jeta là son pinceau et s'écriait. De toutes les injustices, lorsque ses regards tombèrent par hasard sur Alice, qui restait là à les regarder, et il se retint tout un coup. Les autres se retournèrent aussi, et tous firent un profond salut. « Voudriez-vous avoir la bonté de me dire pourquoi vous peignez ces roses ?» demanda Alice un peu timidement. 5 et 7 ne dirent rien, mais regardèrent 2. 2 commença à voix basse. « Le fait est, voyez-vous, mademoiselle, qu'il devrait y avoir ici un rosier à fleurs rouges, et nous en avons mis un à fleurs blanches, par erreur. Si la reine s'en apercevait, nous aurions tous la tête tranchée. Vous comprenez? Aussi, mademoiselle, vous voyez que nous faisons de notre mieux avant qu'elle vienne pour... » À ce moment, 5, qui avaient regardé tout le temps avec inquiétude de l'autre côté du jardin, s'écria « La reine! La reine !» Et les 3 ouvriers se précipitèrent aussitôt, la face contre terre.
Il se faisait un grand bruit de pas, et Alice se retourna, désireuse de voir la reine. D'abord venaient des soldats, portant des pics. Ils étaient tous faits comme les jardiniers, longs et plats, les mains et les pieds au coin. Ensuite venaient-ils les 10 courtisans. Ceux-ci étaient tous parés des carreaux de diamants et marchaient 2 à 2 comme les soldats. Derrière eux venaient les enfants de la reine. Il y en avait 10, et les petits chérubins gambadaient joyeusement, se tenant par la main 2 à 2. Ils étaient tous ornés de cœurs. Après eux venaient les invités, des rois et des reines pour la plupart. Dans le nombre, Alice reconnut le lapin blanc. Il avait l'air ému et agité en parlant, souriait à tout ce qu'on disait et passa sans faire attention à elle. Suivait le valet de cœur, portant la couronne sur un coussin de velours, et fermant cette longue procession, le roi et la reine de cœur. Alice ne savait pas au juste si elle devait se prosterner comme les 3 jardiniers, mais elle ne se rappelait pas avoir jamais entendu parler d'une pareille formalité. Et d'ailleurs, à quoi serviraient les processions, pensa-t-elle, si les gens avaient à se mettre la face contre terre de façon à ne pas les voir? Elle resta donc debout à sa place et attendit. Quand la procession fut arrivée en face d'Alice, tout le monde s'arrêta pour la regarder. Et la reine dit sévèrement: « Qui est-ce » Elle s'adressait au valet de cœur qui se contenta de saluer et de sourire pour toute réponse. « Idiot !» dit la reine en rejetant la tête en arrière avec impatience. Et se tournant vers Alice, elle continua. « Votre nom, petite ?»« Je me nomme Alice, s'il plaît à votre majesté, » dit Alice fort poliment. Mais elle ajouta en elle-même: « Ces gens-là ne sont, après tout, qu'un paquet de cartes. Pourquoi en aurais-je peur ?»« Et qui sont ceux-ci ?» dit la reine montrant du doigt les 3 jardiniers étendus autour du rosier. Car vous comprenez que, comme ils avaient la face contre terre, et que le dessin qu'ils avaient sur le dos était le même que celui des autres cartes du paquet, elle ne pouvait savoir s'ils étaient des jardiniers, des soldats, des courtisans, ou bien 3 de ses propres enfants. « Comment voulez-vous que je le sache ?» dit Alice avec un courage qui la surprit elle-même. « Cela n'est pas mon affaire à moi. » La reine devint pourpre de colère, et après l'avoir considéré un moment, avec des yeux flamboyants comme ceux d'une bête fauve, elle se mit à crier. « Qu'on lui coupe la tête !»« Quelle idée !» dit Alice très haut, et d'un ton décidé. La reine se tut. Le roi lui posa la main sur le bras et lui dit timidement: « Considérez donc, ma chère amie, que ce n'est qu'une enfant. » La reine lui tourna le dos avec colère et dit au valet: « Retournez-les !» Ce que fit le valet très soigneusement du bout du pied. « Debout !» dit la reine d'une voix forte et stridente. Les 3 jardiniers se relevèrent à l'instant et se mirent à saluer le roi, la reine, le jeune prince et tout le monde. « Finissez !» cria la reine. « Vous m'étourdissez !» Alors, se tournant vers le rosier, elle continua. « Qu'est-ce que vous faites donc là ?»« Avec le bon plaisir de votre majesté, » dit deux d'un ton très humble, mettant un genou en terre. « Nous tâchions... »« Je le vois bien, » dit la reine, qui avait pendant ce temps-là examiné les roses. « Qu'on leur coupe la tête !» Et la procession continua sa route, 3 des soldats restant en arrière pour exécuter les malheureux jardiniers, qui coururent se mettre sous la protection d'Alice. « Vous ne serez pas décapités, » dit Alice, et elle les mit dans un grand pot à fleurs qui se trouvait près de là. Les 3 soldats errèrent de côté et d'autre pendant 1 ou 2 minutes pour les chercher, puis s'en allèrent tranquillement rejoindre les autres. « Leur a-t-on coupé la tête ?» cria la reine. « Leurs têtes n'y sont plus, s'il plaît à votre majesté, » lui crièrent les soldats. « C'est bien, » cria la reine. « Savez-vous jouer au croquet ?» Les soldats ne soufflèrent mot et regardèrent Alice, car évidemment, c'était à elle que s'adressait la question. « Oui, » cria Alice. « Eh bien, venez, hurla la reine.
et Alice se joignit à la procession, fort curieuse de savoir ce qui allait arriver. « Il fait un bien beau temps aujourd'hui, » dit une voix timide à côté d'elle. Elle marchait auprès du lapin blanc, qui la regardait d'un œil inquiet. « Bien beau, » dit Alice. « Où est la duchesse ?»« Chut, chut !» dit vivement le lapin à voix basse, et en regardant avec inquiétude par-dessus son épaule. Puis il se leva sur la pointe des pieds, colla sa bouche à l'oreille d'Alice et lui souffla. « Elle est condamnée à mort. »« Pour quelle raison ?» dit Alice. « Avez-vous dit quel dommage ?» demanda le lapin. « Non, » dit Alice, « je ne pense pas du tout que ce soit dommage. Je dis pour quelle raison. Elle a donné des soufflets à la reine, » commença le lapin. Alice fit entendre un petit éclat de rire. « Oh, chut !» dit tout bas le lapin, d'un ton effrayé. « La reine va vous entendre. Elle est arrivée un peu tard, voyez-vous, et la reine a dit « À vos places !» cria la reine d'une voix de tonnerre. Et les gens se mirent à courir dans toutes les directions, trébuchant les uns contre les autres. Toutefois, au bout de quelques instants, chacun fut à sa place et la partie commença. Alice n'avait de sa vie vu de jeu de croquet aussi curieux que celui-là. Le terrain n'était que billons et sillons. Des hérissons vivants servaient des boules et de flamants de maillet. Les soldats courbés en deux avaient à se tenir la tête et les pieds sur le sol pour former des arches. Ce qui embarrassa le plus Alice au commencement du jeu, ce fut de manier le flamand. Elle parvenait bien à fourrer son corps assez commodement sous son bras, en laissant pendre les pieds. Mais le plus souvent, à peine lui avait-elle allongé le cou bien comme il le faut, et allait-elle frapper le hérisson avec la tête, que le flamand se relevait en se tordant et la regardait d'un air si ébahi qu'elle ne pouvait s'empêcher d'éclater de rire. Et puis, quand elle lui avait fait baisser la tête et allait recommencer, il était bien impatientant de voir que le hérisson s'était déroulé et s'en allait. En outre, il se trouvait ordinairement un billon ou un sillon dans son chemin, partout où elle voulait envoyer le hérisson. Et comme les soldats courbés en deux se relevaient sans cesse pour s'en aller d'un autre côté du terrain, Alice en vint bientôt à cette conclusion, que c'était là un jeu fort difficile, en vérité. Les joueurs jouaient tous à la fois, sans attendre leur tour, se querellant tout le temps et se battant à qui aurait les hérissons. La reine entra bientôt dans une colère furieuse et se mit à trépigner en criant « Qu'on coupe la tête à celui-ci !» ou bien « Qu'on coupe la tête à celle-là !» une fois environ par minute. Alice commença à se sentir très mal à l'aise. Il est vrai qu'elle ne s'était pas disputée avec la reine, mais elle savait que cela pouvait lui arriver à tout moment. Et alors, pensa-t-elle, que deviendrai-je? Ils aiment terriblement à couper la tête aux gens ici. Ce qui m'étonne, c'est qu'il en reste encore des vivants. Elle cherchait autour d'elle quelques moyens d'échapper et se demandait si elle pourrait se retirer sans être vue. Lorsqu'elle aperçut en l'air quelque chose d'étrange, cette apparition l'intrigua beaucoup d'abord, mais après l'avoir considérée quelques instants, elle découvrit que c'était une grimace et se dit en elle-même « C'est le grimaçon. Maintenant j'aurai à qui parler. Comment cela va-t-il ?» dit le chat, quand il y eut assez de sa bouche pour qu'il pût parler. Alice attendit que les yeux parussent et lui fit alors un signe de tête amical. « Il est inutile de lui parler, » pensa-t-elle, avant que ses oreilles soient venues, l'une d'elles tout au moins. Une minute après, la tête se montra tout entière. Et alors Alice posa à terre son flamand et se mit à raconter sa partie de croquet, enchantée d'avoir quelqu'un qui l'écoutât. Le chat trouva apparemment qu'il s'était assez mis en vue, car sa tête fut tout ce qu'on en aperçut. « Il ne joue pas du tout franc jeu, » commença Alice d'un ton de mécontentement. « Et ils se querellent tous si fort qu'on ne peut pas s'entendre parler. Et puis on dirait qu'ils n'ont aucune règle précise. Du moins, s'il y a des règles, personne ne les suit. Ensuite, vous n'avez pas idée comme cela embrouille que tous les instruments du jeu soient vivants. Par exemple, voilà l'arche par laquelle j'ai à passer qui se promène là-bas, à l'autre bout du jeu.
et j'aurais fait croquer sur le hérisson de la reine tout à l'heure, s'il ne s'était pas sauvé en voyant venir le mien. Est-ce que vous aimez la reine? Dit le chat à voix basse. Pas du tout, dit Alice. Elle est si. Au même instant, elle aperçut la reine tout près derrière elle qui écoutait. Alors elle continua. Si sûre de gagner que ce n'est guère la peine de finir la partie. La reine sourit et passa. Avec qui causez-vous donc là? Dit le roi s'approchant d'Alice et regardant avec une extrême curiosité la tête du chat. C'est un de mes amis, en grimaçant, dit Alice. Permettez-moi de vous le présenter. Sa mine ne me plaît pas du tout, dit le roi. Pourtant, il peut me baiser la main, si cela lui fait plaisir. Non, grand merci, dit le chat. Ne faites pas l'impertinent, dit le roi, et ne me regardez pas ainsi. Il s'était mis derrière Alice en disant ces mots. Un chat peut bien regarder un roi, dit Alice. J'ai lu quelque chose comme cela dans un livre, mais je ne me rappelle pas où. Eh bien, il faut le faire enlever, dit le roi d'un ton très décidé. Et il cria à la reine qui passait en ce moment. Mon ami, je désirerais que vous fissiez enlever ce chat. La reine n'avait qu'une seule manière de trancher les difficultés, petites ou grandes. Qu'on lui coupe la tête, dit-elle sans même se retourner. Je vais moi-même chercher le bourreau, dit le roi avec empressement, et il s'en alla précipitamment. Alice pensa qu'elle ferait bien de retourner voir où en était la partie, car elle entendait au loin la voix de la reine qui criait de colère. Elle l'avait déjà entendu condamner 3 des joueurs à avoir la tête coupée, parce qu'ils avaient laissé passer leur tour, et elle n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les choses. Car le jeu était si embrouillé qu'elle ne savait jamais quand venait son tour. Elle alla à la recherche de son hérisson. Il était en train de se battre avec un autre hérisson, ce qui parut à Alice une excellente occasion de faire croquet de l'un sur l'autre. Il n'y avait à cela qu'une difficulté, et c'était que son flamand avait passé de l'autre côté du jardin, où Alice le voyait qui faisait de vains efforts pour s'enlever et se percher sur un arbre. Quand elle eut rattrapé et ramené le flamand, la bataille était terminée et les 2 hérissons avaient disparu. Mais cela ne fait pas grand-chose, pensa Alice, puisque toutes les arches ont quitté ce côté de la pelouse. Elle remit donc le flamand sous son bras pour qu'il ne lui échappât plus, et retourna causer un peu avec son amie. Quand elle revint auprès du chat, elle fut surprise de trouver une grande foule rassemblée autour de lui. Une discussion avait lieu entre le bourreau, le roi et la reine, qui parlaient tous à la fois, tandis que les autres ne soufflaient mot et semblaient très mal à l'aise. Dès que parut Alice, ils en appelèrent à elle tous les 3 pour qu'elle décidât la question et lui répétèrent leur raisonnement. Comme ils parlaient tous à la fois, elle eut beaucoup de peine à comprendre ce qu'ils disaient. Le raisonnement du bourreau était qu'on ne pouvait pas trancher une tête, à moins qu'il n'y ait eu encore d'où l'on pût la couper, que jamais il n'avait eu pareille chose à faire, et que ce n'était pas à son âge qu'il allait commencer. Le raisonnement du roi était que tout ce qui avait une tête pouvait être décapité, et qu'il ne fallait pas dire des choses qui n'avaient pas de bon sens. Le raisonnement de la reine était que si la question ne se décidait pas en moins de rien, elle ferait trancher la tête à tout le monde à la ronde. C'était cette dernière observation qui avait donné à toute la compagnie l'air si grave et si inquiet. Alice ne trouva rien de mieux à dire que « Il appartient à la duchesse. C'est elle qui vous feriez bien de consulter à ce sujet. Elle est en prison, dit la reine au bourreau. Qu'on l'amène ici. » Et le bourreau partit comme un trait. La tête du chat commença à s'évanouir aussitôt que le bourreau fut parti, et elle avait complètement disparu quand il revint accompagné de la duchesse, de sorte que le roi et le bourreau se mirent à courir de côté et d'autre comme des fous pour trouver cette tête, tandis que le reste de la compagnie retournait au jeu. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, chapitre 9. Histoire de la fausse tortue.
« Vous ne sauriez croire combien je suis heureuse de vous voir, ma bonne vieille fille, » dit la duchesse, passant amicalement son bras sous celui d'Alice, et elles s'éloignèrent ensemble. Alice était bien contente de la trouver de si bonne humeur et pensait en elle-même que c'était peut-être le poivre qui l'avait rendue si méchante lorsqu'elles se rencontrèrent dans la cuisine. « Quand je serai duchesse, moi, » se dit-elle, d'un ton qui exprimait peu d'espérance cependant, « je n'aurai pas de poivre dans ma cuisine, pas le moindre grain, la soupe peut très bien s'en passer, ça pourrait bien être le poivre qui échauffe la bile des gens, » continua-t-elle, enchantée d'avoir fait cette découverte. Ça pourrait bien être le vinaigre qui les aigrit, la camomille qui les rend amers, et le sucre d'orge et d'autres choses du même genre qui adoucissent le caractère des enfants. Je voudrais bien que tout le monde sût cela. On ne serait pas si chiche de sucreries, voyez-vous. Elle avait alors complètement oublié la duchesse et tressaillit en entendant sa voix tout près de son oreille. « Vous pensez à quelque chose, ma chère petite, et cela vous fait oublier de causer. Je ne puis pas vous dire en ce moment quelle est la morale de ce fait, mais je m'en souviendrai tout à l'heure. » « Peut-être n'y en a-t-il pas ?» se hasarda de dire Alice. « Bah, mon enfant, » dit la duchesse, « il y a une morale à tout, si seulement on pouvait la trouver. » Et elle se serra plus près d'Alice en parlant. Alice n'aimait pas trop qu'elle se tînt si près d'elle, d'abord parce que la duchesse était très laide, et ensuite parce qu'elle était juste assez grande pour appuyer son menton sur l'épaule d'Alice, et c'était un menton très désagréablement pointu. Pourtant, elle ne voulait pas être impolie, et elle supporta cela de son mieux. « La partie va un peu mieux maintenant, » dit-elle, afin de soutenir la conversation. « C'est vrai, » dit la duchesse. « Et la morale en est ? Oh, c'est l'amour qui fait aller le monde à la ronde. » « Quelqu'un a dit, » murmura Alice, « que c'est quand chacun s'occupe de ses affaires que le monde n'en va que mieux. »« Eh bien, cela signifie presque la même chose, » dit la duchesse, qui enfonça son petit menton pointu dans l'épaule d'Alice en ajoutant « Et la morale en est, un chien vaut mieux que de gros rats. » Comme elle aime à trouver des morales partout, pensa Alice. Je parie que vous vous demandez pourquoi je ne passe pas mon bras autour de votre taille, dit la duchesse après une pause. La raison en est que je ne me fie pas trop à votre flamand. Voulez-vous que j'essaie ? Il pourrait mordre, répondit Alice, qui ne se sentait pas la moindre envie de faire l'essai proposé. C'est bien vrai, dit la duchesse. Les flamands et la moutarde mordent tous les deux, et la morale en est, qui se ressemble, s'assemble. Seulement, la moutarde n'est pas un oiseau, répondit Alice. Vous avez raison, comme toujours, dit la duchesse. Avec quelle clarté vous présentez les choses. C'est un minéral, je crois, dit Alice. Assurément, dit la duchesse, qui semblait prête à approuver tout ce que disait Alice. Il y a une bonne mine de moutarde près d'ici. La morale en est qu'il faut faire bonne mine à tout le monde. Oh, je sais, s'écria Alice, qui n'avait pas fait attention à cette dernière observation. C'est un végétal. Ça n'en a pas l'air, mais c'en est un. Je suis tout à fait de votre avis, dit la duchesse. Et la morale en est, soyez ce que vous voulez paraître. Ou, si vous voulez que je le dise plus simplement, ne vous imaginez jamais de ne pas être autrement que ce qu'il pourrait sembler aux autres que ce que vous étiez ou auriez pu être n'était pas autrement que ce que vous aviez été leur aurait paru être autrement. Il me semble que je comprendrais mieux cela, dit Alice fort poliment, si je l'avais par écrit, mais je ne peux pas très bien le suivre comme vous le dites. Cela n'est rien auprès de ce que je pourrais dire si je le voulais, répondit la duchesse d'un ton satisfait. Je vous en prie, ne vous donnez pas la peine d'allonger davantage votre explication, dit Alice. Oh, ne parlez pas de ma peine, dit la duchesse. Je vous fais cadeau de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Voilà un cadeau qui n'est pas cher, pensa Alice. Je suis bien contente qu'on ne fasse pas de cadeau d'anniversaire comme cela. Mais elle ne se hasarda pas à le dire tout haut. Encore à réfléchir ? demanda la duchesse avec un nouveau coup de son petit menton pointu. J'ai bien le droit de réfléchir, dit Alice sèchement, car elle commençait à se sentir un peu ennuyée. À peu près le même droit, dit la duchesse, que les cochons, de voler, et la Mais ici, au grand étonnement d'Alice,
la voix de la duchesse s'éteignit au milieu de son mot favori, morale, et le bras qui était passé sous le sien commença de trembler. Alice leva les yeux et vit la reine en face d'elle, les bras croisés, sombre et terrible, comme un orage. « Voilà un bien beau temps, votre majesté !» fit la duchesse d'une voix basse et tremblante. « Je vous en préviens !» cria la reine, trépignant tout le temps. « Hors d'ici, ou à bas la tête, et cela en moins de rien. Choisissez !» La duchesse eut bientôt fait son choix, elle disparut en un clin d'œil. « Continuons notre partie !» dit la reine à Alice, et Alice, trop effrayée pour souffler mot, la suivit lentement vers la pelouse. Les autres invités, profitant de l'absence de la reine, se reposaient à l'ombre, mais sitôt qu'ils la virent, ils se hâtèrent de retourner au jeu, la reine leur faisant simplement observer qu'un instant de retard leur coûterait la vie. Tant que dura la partie, la reine ne cessa de se quereller avec les autres joueurs et de crier « Qu'on coupe la tête à celui-ci ! Qu'on coupe la tête à celle-là !» Ceux qu'elle condamnait étaient arrêtés par les soldats qui, bien entendu, avaient à cesser de servir d'arche, de sorte qu'au bout d'une demi-heure environ, il ne restait plus d'arche, et tous les joueurs, à l'exception du roi, de la reine et d'Alice, étaient arrêtés et condamnés à avoir la tête tranchée. Alors, la reine cessa le jeu, toute hors d'haleine, et dit à Alice « Avez-vous vu la fausse tortue ?»« Non, » dit Alice, « je ne sais même pas ce que c'est qu'une fausse tortue. »« C'est ce dont on fait la soupe à la fausse tortue, » dit la reine. « Je n'en ai jamais vu, et c'est la première fois que j'en entends parler, » dit Alice. « Eh bien, venez, » dit la reine, « et elle vous contera son histoire. » Comme elles s'en allaient ensemble, Alice entendit le roi dire à voix basse à toute la compagnie « Vous êtes tous graciés. »« Allons, voilà qui est heureux, » se dit-elle en elle-même, car elle était toute chagrine du grand nombre d'exécutions que la reine avait ordonnées. Elles rencontrèrent bientôt un griffon, étendu au soleil et dormant profondément. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un griffon, regardez l'image. « Debout, paresseux !» dit la reine. « Et menez cette petite demoiselle voir la fausse tortue et l'entendre raconter son histoire. Il faut que je m'en retourne pour veiller à quelques exécutions que j'ai ordonnées. » Et elle partit, laissant Alice seule avec le griffon. La mine de cet animal ne plaisait pas trop à Alice, mais tout bien considéré, elle pensa qu'elle ne courait pas plus de risques en restant auprès de lui qu'en suivant cette reine farouche. Le griffon se leva et se frotta les yeux, puis il guetta la reine jusqu'à ce qu'elle fût disparue, et il se mit à ricaner. « Quelle farce !» dit le griffon, moitié à part soi, moitié à Alice. « Quelle est la farce ?» demanda Alice. « Elle !» dit le griffon. « C'est une idée qu'elle se fait. Jamais on n'exécute personne, vous comprenez ? Venez donc !» Tout le monde ici dit « Venez donc !» pensa Alice, en suivant lentement le griffon. « Jamais de ma vie on ne m'a fait aller comme cela. Non, jamais !» Ils ne firent pas beaucoup de chemin avant d'apercevoir dans l'éloignement la fausse tortue assise, triste et solitaire, sur un petit récif, et à mesure qu'ils approchaient, Alice pouvait l'entendre, qui soupirait comme si son cœur allait se briser. Elle la plaignait sincèrement. « Quel est donc son chagrin ?» demanda-t-elle au griffon, et le griffon répondit, presque dans les mêmes termes qu'auparavant. « C'est une idée qu'elle se fait, elle n'a point de chagrin, vous comprenez ? Venez donc !» Ainsi, ils s'approchèrent de la fausse tortue, qui les regarda avec de grands yeux pleins de larmes, mais ne dit rien. « Cette petite demoiselle, dit le griffon, veut savoir votre histoire. »« Je vais la lui raconter, dit la fausse tortue d'un ton grave et sourd. « Asseyez-vous tous deux, et ne dites pas un mot avant que j'aie fini. » Ils s'assirent donc, et pendant quelques minutes, personne ne dit mot. Alice pensait « Je ne vois pas comment elle pourra jamais finir si elle ne commence pas. » Mais elle attendit patiemment. « Autrefois, dit enfin la fausse tortue, j'étais une vraie tortue. » Ces paroles furent suivies d'un long silence, interrompu seulement de temps à autre par cette exclamation du griffon.
et les soupirs continuels de la fausse tortue. Alice était sur le point de se lever et de dire « Merci de votre histoire intéressante », mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il devait sûrement y en avoir encore à venir. Elle resta donc tranquille, sans rien dire. « Quand nous étions petits, » continua la fausse tortue d'un ton plus calme, quoiqu'elle laissât encore de temps à autre échapper un sanglot, « nous allions à l'école au fond de la mer. La maîtresse était une vieille tortue, nous l'appelions Kéloné. » « Et pourquoi l'appeliez-vous Kéloné, si ce n'était pas son nom ?»« Parce qu'on ne pouvait s'empêcher de s'écrier en la voyant « Quel long nez !» dit la fausse tortue d'un ton fâché. « Vous êtes vraiment bien borné. »« Vous devriez avoir honte de faire une question si simple !» ajouta le Griffon. Et puis tous deux gardèrent le silence, les yeux fixés sur la pauvre Alice qui se sentait prête à rentrer sous terre. Enfin, le Griffon dit à la fausse tortue « En avant, camarade, tâchez d'en finir aujourd'hui !» Et elle continua en ces termes. « Oui, nous allions à l'école dans la mer, bien que cela vous étonne. »« Je n'ai pas dit cela, » interrompit Alice. « Vous l'avez dit, » répondit la fausse tortue. « Taisez-vous donc !» ajouta le Griffon avant qu'Alice pût reprendre la parole. La fausse tortue continua. « Nous recevions la meilleure éducation possible. Au fait, nous allions tous les jours à l'école. »« Moi aussi, j'y ai été tous les jours, » dit Alice. « Il n'y a pas de quoi être si fière. »« Avec des en sus, » dit la fausse tortue avec quelque inquiétude. « Oui, » dit Alice, « nous apprenions l'italien et la musique en sus. »« Et le blanchissage ?» dit la fausse tortue. « Non, certainement, » dit Alice indignée. « Ah, alors votre pension n'était pas vraiment des bonnes, » dit la fausse tortue comme soulagée d'un grand poids. « Eh bien, à notre pension, il y avait au bas du prospectus l'italien, la musique et le blanchissage en sus. »« Vous ne deviez pas en avoir grand besoin puisque vous viviez au fond de la mer, » dit Alice. « Je n'avais pas les moyens de l'apprendre, » dit en soupirant la fausse tortue. « Je ne suivais que les cours ordinaires. »« Qu'est-ce que c'était ?» demanda Alice. « À luire et à médire, cela va sans dire, » répondit la fausse tortue. « Et puis les différentes branches de l'arithmétique, l'ambition, la distraction, l'enjolification et la dérision. » « Je n'ai jamais entendu parler d'enjolification, » se hasarda de dire Alice. « Qu'est-ce que c'est ?» Le Griffon leva les deux pattes en l'air en signe d'étonnement. « Vous n'avez jamais entendu parler d'enjolir ?» s'écria-t-il. « Vous savez ce que c'est que embellir, je suppose ?»« Oui, » dit Alice en hésitant. « Cela veut dire rendre une chose plus belle. » « Eh bien, » continua le Griffon, « si vous ne savez pas ce que c'est que enjolir, vous êtes vraiment niaise. » Alice ne se sentit pas encouragée à faire de nouvelles questions là-dessus. Elle se tourna donc vers la fausse tortue et lui dit « Qu'appreniez-vous encore ?»« Eh bien, il y avait le grimoire, » répondit la fausse tortue en comptant sur ses battoirs. « Le grimoire ancien et moderne avec la mérographie et puis le dédain. Le maître de dédain était un vieux congre qui venait une fois par semaine. Il nous enseignait à dédaigner, à esquiver et à feindre à l'huître. »« Qu'est-ce que cela ?» dit Alice. « Ah, je ne peux pas vous le montrer, moi, » dit la fausse tortue. « Je suis trop gênée et le Griffon ne l'a jamais appris. »« Je n'en avais pas le temps, » dit le Griffon. « Mais j'ai suivi les cours du professeur de langue morte. C'était un vieux crabe, celui-là. »« Je n'ai jamais suivi ses cours, » dit la fausse tortue avec un soupir. « Il enseignait le larcin et la grève. »« C'est ça, » dit le Griffon en soupirant à son tour, et ces deux créatures se cachèrent la figure dans leurs pattes. « Combien d'heures de leçons aviez-vous par jour ?» dit Alice vivement pour changer la conversation. « 10 heures le premier jour, » dit la fausse tortue, « 9 heures le second, et ainsi de suite. »« Quelle singulière méthode !»
s'écria Alice. C'est pour cela qu'on les appelle leçons, dit le Griffon. parce que nous les laissons là, peu à peu. C'était là pour Alice une idée toute nouvelle. Elle y réfléchit un peu avant de faire une autre observation. Alors le 11e jour devait être un jour de congé ? Assurément, répondit la fausse tortue. Et comment vous arrangiez-vous le 12e jour ? S'empressa de demander Alice. En voilà assez sur les leçons, dit le Griffon, intervenant d'un ton très décidé. Parlez-lui des jeux maintenant. Alice au pays de merveilles, chapitre 10, le quadrille des homards. La fausse tortue soupira profondément et passa le dos d'une de ses nageoires sur ses yeux. Elle regarda Alice et s'efforça de parler, mais les sanglots étouffèrent sa voix pendant 1 ou 2 minutes. « On dirait qu'elle a un os dans le gosier, » dit le Griffon, et il s'est mis à la secouer et à lui taper dans le dos. Enfin la fausse tortue retrouva la voix, et tandis que des grosses larmes coulaient le long de ses joues, elle continua. « Peut-être n'avez-vous pas beaucoup vécu au fond de la mer ?»« Non, » dit Alice. « Et peut-être ne vous a-t-on jamais présenté à un homard ?» Alice allait dire « J'en ai goûté une fois », mais elle se reprit vivement et dit « Non, jamais !» De sorte que vous ne pouvez pas du tout vous figurer quelle chose délicieuse c'est qu'un quadrille de homard. Non, vraiment, dit Alice. Qu'est-ce que c'est que cette danse-là? D'abord, dit le Griffon, on se met en rang le long des bords de la mer. On forme 2 rangs, cria la fausse tortue. Des phoques, des tortues et des saumons, et ainsi de suite. Puis lorsqu'on a débarrassé la côte des gelées de mer, cela prend ordinairement longtemps, dit le Griffon. On avance 2 fois. Chacun ayant un homard pour danser, cria le Griffon. Cela va sans dire, dit la fausse tortue. Avancez 2 fois et balancez, changez des homards et revenez dans le même ordre, continua le Griffon. Et puis, vous comprenez, continua la fausse tortue, vous jetez les homards, cria le Griffon en faisant un bond en l'air, aussi loin à la mer que vous le pouvez. Vous nagez à leur poursuite, cria le Griffon. Vous faites une cabriole dans la mer, cria la fausse tortue en cabriolant de tous côtés comme une folle. Changez encore des homards, hurla le Griffon de toutes ses forces. Revenez à terre, et c'est là la première figure, dit la fausse tortue, baissant tout à coup la voix. Et ces 2 êtres, qui pendant tout ce temps avaient bondi de tous côtés comme des fous, se rassirent bien tristement et bien posément, puis regardèrent Alice. « Cela doit être une très jolie danse, » dit timidement Alice. « Voudriez-vous voir un peu comment ça se danse ?» dit la fausse tortue. « Cela me ferait grand plaisir, » dit Alice. « Allons, essayons la première figure, » dit la fausse tortue au Griffon. « Nous pouvons la faire sans homard, vous comprenez. Qui va chanter ? » « Oh, chantez, vous, » dit le Griffon. « Moi, j'ai oublié les paroles. » Ils se mirent donc à danser gravement, tout autour d'Alice, lui marchant de temps à autre sur les pieds quand ils approchaient trop près, et remuant leurs pattes de devant pour marquer la mesure, tandis que la fausse tortue chantait très lentement et très tristement. « Nous n'irons plus à l'eau, si tu ne m'avances tôt. Ce marsouin trop pressé va tous nous écraser. Colimaçon danse, entre dans la danse, sautons, dansons, avant de faire un plongeon. Je ne veux pas danser, je me ferai fracasser. Oh, reprend le merlan, c'est pourtant bien plaisant. Colimaçon danse, entre dans la danse, sautons, dansons, avant de faire un plongeon. Je ne veux pas plonger, je ne sais pas nager. Le homard et le bateau de sauvetage te tireront de l'eau.
colimaçon danse, entre dans la danse, sautons, dansons, avant de faire un plongeon. Merci, c'est une danse très intéressante à voir danser, dit Alice enchantée que ce fut enfin fini. Et je trouve cette curieuse chanson du merlan si agréable. Oh, quant au merlan, dit la fausse tortue, vous les avez vus sans doute. Oui, dit Alice, je les ai souvent vus à Eddie. Elle s'arrêta tout court. Je ne sais pas où Eddie, reprit la fausse tortue, mais puisque vous les avez vus si souvent, vous devez savoir l'air qu'ils ont. Je le crois, répliqua Alice en se recueillant. Ils ont la queue dans la bouche et sont tout couverts de mie de pain. Vous vous trompez à l'endroit de la mie de pain, dit la fausse tortue. La mie serait enlevée dans la mer, mais ils ont bien la queue dans la bouche. Et la raison en est que, ici la fausse tortue bâilla et ferma les yeux. Dites-lui-en la raison et tout ce qui s'ensuit, dit-elle au griffon. La raison, c'est que les merlans, dit le griffon, voulurent absolument aller à la danse avec les homards. Alors on les jeta à la mer. Alors ils eurent à tomber bien loin, bien loin. Alors ils s'entrèrent la queue fortement dans la bouche. Alors ils ne purent plus l'en retirer. Voilà tout. Merci, dit Alice. C'est très intéressant. Je n'en avais jamais tant appris sur le conte de Merlan. Je propose donc, dit le griffon, que vous nous racontiez quelques-unes de vos aventures. Je pourrais vous conter mes aventures à partir de ce matin, dit Alice un peu timidement. Mais il est inutile de parler de la journée d'hier, car j'étais une personne tout à fait différente alors. Expliquez-nous cela, dit la fausse tortue. Non, non, les aventures d'abord, dit le griffon, d'un ton d'impatience. Les explications prennent tant de temps. Alice commença donc à leur conter ses aventures depuis le moment où elle avait vu le lapin blanc pour la première fois. Elle fut d'abord un peu troublée dans le commencement. Les deux créatures se tenaient si près d'elle, une de chaque côté, et ouvraient de si grands yeux et une si grande bouche. Mais elle reprenait courage à mesure qu'elle parlait. Les auditeurs restèrent fort tranquilles jusqu'à ce qu'elle arrivât au moment de son histoire où elle avait eu à répéter à la chenille « Vous êtes vieux, père Guillaume », et où les mots lui étaient venus tout de travers. Et alors la fausse tortue poussa un long soupir et dit « C'est bien singulier. Tout cela est on ne peut plus singulier, dit le griffon. Tout de travers, répéta la fausse tortue d'un air rêveur. Je voudrais bien l'entendre réciter quelque chose à présent. Dites-lui de s'y mettre. Elle regardait le griffon comme si elle lui croyait de l'autorité sur Alice. Debout et récitez. C'est la voix du canon, dit le griffon. Comme ces êtres-là vous commandent, ils vous font répéter des leçons, pensa Alice. Autant voudrait être à l'école. Cependant, elle se leva et se mit à réciter. Mais elle avait la tête si pleine du quadrille de homard qu'elle savait à peine ce qu'elle disait, et que les mots lui venaient tout drôlement. C'est la voix du homard grondant comme la foudre. On m'a trop fait bouillir. Il faut que je me poudre. Puis, les pieds en dehors, prenant la brosse à main, de se faire bien beau vite, il se met en train. C'est tout différent de ce que je récitais quand j'étais petit, moi, dit le griffon. Je ne l'avais pas encore entendu réciter, dit la fausse tortue, mais cela me fait l'effet d'un fameux Gallimacias. Alice ne dit rien, elle s'était assise, la figure dans ses mains, se demandant avec étonnement si jamais les choses reprendraient leur cours naturel. Je voudrais bien qu'on m'expliquât cela, dit la fausse tortue. Elle ne peut pas l'expliquer, dit le griffon vivement. Continuez, récitez les vers suivants. Mais les pieds en dehors, continua opiniâtrement la fausse tortue. Pourquoi dire qu'il avait les pieds en dehors? C'est la première position lorsqu'on apprend à danser, dit Alice. Tout cela l'embarrassait fort, et il lui tardait de changer la conversation. Récitez les vers suivants, répéta le griffon avec impatience.
Ça commence. Passant près de chez lui, Alice n'osa pas désobéir, bien qu'elle fût sûre que les mots allaient lui venir tout de travers. Elle continua donc d'une voix tremblante. Passant près de chez lui, j'ai vu, ne vous déplaise, une huître et un hibou qui dînaient fort à l'aise. À quoi bon répéter tout ce galimacias? Interrompit la fausse tortue. Si vous ne l'expliquez pas à mesure que vous le dites, c'est de beaucoup ce que j'ai entendu de plus embrouillant. Oui, je crois que vous feriez bien d'en rester là, dit le Griffon. Et Alice ne demanda pas mieux. Essayerons-nous une autre figure du quadrille de homard? Continua le Griffon. Ou bien préférez-vous que la fausse tortue vous chante quelque chose? Oh, une chanson, je vous prie. Si la fausse tortue veut bien avoir cette obligeance, répondit Alice avec tant d'empressement que le Griffon dit d'un air un peu offensé. Chacun son goût. Chante-lui la soupe à la tortue. Hé, camarade! La fausse tortue poussa un profond soupir et commença d'une voix de temps en temps étouffée par les sanglots. Oh, doux potage! Oh, mets délicieux! Ah, pour partage! Quoi de plus précieux? Plonger dans ma soupière, cette vaste cuillère est un bonheur que me réjouit le cœur. Gibier, volaille, lièvre, dinde, perdreau, rien qui te vaille, pas même les pruneaux. Plonger dans ma soupière, cette vaste cuillère est un bonheur qui me réjouit le cœur. Bis au refrain! Cria le Griffon. Et la fausse tortue venait de le reprendre, quand un cri « Le procès va commencer !» se fit entendre au loin. « Venez donc !» cria le Griffon, et prenant Alice par la main, il se mit à courir, sans attendre la fin de la chanson. « Qu'est-ce que c'est que ce procès ?» demanda Alice hors d'haleine, mais le Griffon se contenta de répondre « Venez donc !» en courant de plus belle, tandis que leur parvenaient de plus en plus faibles, apportées par la brise qui les poursuivait, ces paroles pleines de mélancolie. Plongez dans ma soupière, cette vaste cuillère est un bonheur qui me réjouit le cœur. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, chapitre 11. Qui a volé les tartes? Le roi et la reine de cœur étaient assis sur leur trône, entourés d'une nombreuse assemblée. Toutes sortes de petits oiseaux et d'autres bêtes, ainsi que le paquet de cartes tout entier. Le valet, chargé de chaînes, gardé de chaque côté par un soldat, se tenait debout devant le trône, et près du roi se trouvait le lapin blanc, tenant d'une main une trompette et de l'autre un rouleau de parchemin. Au beau milieu de la salle était une table sur laquelle on voyait un grand plat de tartes. Ces tartes semblaient si bonnes que cela donna faim à Alice rien que de les regarder. « Je voudrais bien qu'on se dépêchât de finir le procès, » pensa-t-elle, et qu'on fît passer les rafraîchissements. Mais cela ne paraissait guère probable, aussi se mit-elle à regarder tout autour d'elle pour passer le temps. C'était la première fois qu'Alice se trouvait dans une cour de justice, mais elle en avait lu des descriptions dans les livres, et elle fut toute contente de voir qu'elle savait le nom de presque tout ce qu'il y avait là. « Ça, c'est le juge, » se dit-elle. « Je le reconnais à sa grande perruque. » Le juge, disons-le en passant, était le roi, et comme il portait sa couronne par-dessus sa perruque, regardez le frontispice si vous voulez voir comment il s'était arrangé. Il n'avait pas du tout l'air d'être à son aise, et cela ne lui allait pas bien du tout. « Et ça, c'est le banc du jury, » pensa Alice. « Et ces 12 créatures, elle était forcée de dire créatures, vous comprenez, car quelques-uns étaient des bêtes et quelques autres des oiseaux. Je suppose que ce sont les jurés. » Elle se répéta ce dernier mot 2 ou 3 fois, car elle en était assez fière, pensant avec raison que bien peu de filles de son âge savent ce que cela veut dire. Les 12 jurés étaient tous très occupés à écrire sur des ardoises. « Qu'est-ce qu'ils font là ?» dit Alice à l'oreille du Griffon.
Ils ne peuvent rien avoir à écrire avant que le procès soit commencé. Ils inscrivent leur nom, Répondit de même le Griffon. de peur de l'oublier avant la fin du procès. Les niais s'écria Alice d'un ton indigné. Mais elle se retint bien vite, car le lapin blanc cria « Silence dans l'auditoire !» Et le roi, mettant ses lunettes, regarda vivement autour de lui pour voir qui parlait. Alice pouvait voir aussi clairement que si elle eût regardé par-dessus leurs épaules que tous les jurés étaient en train d'écrire « les niais » sur leurs ardoises, et elle pouvait même distinguer que l'un d'eux ne savait pas écrire niais et qu'il était obligé de le demander à son voisin. « Leurs ardoises seront dans un bel état avant la fin du procès », pensa Alice. Un des jurés avait un crayon qui grinçait. Alice, vous le pensez bien, ne pouvait pas souffrir cela. Elle fit le tour de la salle, arriva derrière lui et trouva bientôt l'occasion d'enlever le crayon. Ce fut sitôt fait que le pauvre petit juré, c'était Jacques, le lézard, ne pouvait pas s'imaginer ce qu'il était devenu. Après avoir cherché partout, il fut obligé d'écrire avec un doigt tout le reste du jour, et cela était fort inutile, puisque son doigt ne laissait aucune marque sur l'ardoise. « Héros, lisez l'acte d'accusation !» dit le roi. Sur ce, le lapin blanc sonna 3 fois de la trompette, et puis, déroulant le parchemin, lut ainsi ce qui suit. « La reine de cœur fit des tartes. Un beau jour de printemps, le valet de cœur prit les tartes et s'en fut tout content. »« Délibérez, dit le roi au juré. »« Pas encore, interrompit vivement le lapin. Il y a bien des choses à faire auparavant. »« Appelez les témoins, dit le roi. Et le lapin blanc sonna 3 fois de la trompette et cria « Le premier témoin !» Le premier témoin était le chapelier. Il entra, tenant d'une main une tasse de thé et de l'autre une tartine de beurre. « Pardon, votre majesté, dit-il, si j'apporte cela ici, je n'avais pas tout à fait fini de prendre mon thé lorsqu'on est venu me chercher. »« Vous auriez dû avoir fini, dit le roi. Quand avez-vous commencé ?» Le chapelier regarda le lièvre qu'il avait suivi dans la salle, bras dessus bras dessous, avec le loir. « Le 14 mars, je crois bien, dit-il. « Le 15, dit le lièvre. « Le 16, ajouta le loir. « Notez cela, dit le roi aux jurés. Et les jurés s'empressèrent d'écrire les 3 dates sur leurs ardoises, puis en firent l'addition, dont ils cherchèrent à réduire le total en francs et centimes. « Ôtez votre chapeau, dit le roi au chapelier. « Il n'est pas à moi, dit le chapelier. « Volé !» s'écria le roi en se tournant du côté des jurés qui s'empressèrent de prendre note du fait. « Je les tiens en vente, ajouta le chapelier comme explication. « Je n'en ai pas à moi, je suis chapelier. » Ici la reine mit ses lunettes et se prit à regarder fixement le chapelier qui devint pâle et tremblant. « Faites votre déposition, dit le roi, et ne soyez pas agité, sans cela je vous fais exécuter sur le champ. » Cela ne parut pas du tout encourager le témoin. Il ne cessait de passer d'un pied sur l'autre en regardant la reine d'un air inquiet, et dans son trouble, il mordit dans la tasse et en enleva un grand morceau au lieu de mordre dans la tartine de beurre. Juste à ce moment-là, Alice éprouva une étrange sensation qui l'embarrassa beaucoup, jusqu'à ce qu'elle se fût rendue compte de ce que c'était. Elle recommençait à grandir, et elle pensa d'abord à se lever et à quitter la cour, mais toute réflexion faite, elle se décida à rester où elle était, tant qu'il y aurait de la place pour elle. « Ne poussez donc pas comme ça, dit le loir, je puis à peine respirer. »« Ce n'est pas de ma faute, dit Alice doucement, je grandis. »« Vous n'avez pas le droit de grandir ici, dit le loir. »« Ne dites pas de sottises, répliqua Alice plus hardiment, vous savez bien que vous aussi vous grandissez. »« Oui, mais je grandis raisonnablement, moi, dit le loir, et non de cette façon ridicule. » Il se leva en faisant la mine et passa de l'autre côté de la salle. Pendant tout ce temps-là, la reine n'avait pas cessé de fixer les yeux sur le chapelier, et, comme le loir traversait la salle, elle dit à un des officiers du tribunal « Apportez-moi la liste des chanteurs du dernier concert. » Sur quoi, le malheureux chapelier se mit à trembler si fortement qu'il en perdit ses 2 souliers. « Faites votre déposition, répéta le roi en colère.
ou bien je vous fais exécuter, que vous soyez troublé ou non. » « Je suis un pauvre homme, votre majesté, » fit le chapelier d'une voix tremblante, « et il n'y avait guère qu'une semaine ou deux que j'avais commencé à prendre mon thé, et avec ça les tartines devenaient si minces, et les dragées du thé... » « Les dragées de quoi ?» dit le roi. « Ça a commencé par le thé, » répondit le chapelier. « Je vous dis que dragée commence par un D, cria le roi vivement. Me prenez-vous pour un âne ? Continuez. »« Je suis un pauvre homme, » continua le chapelier, « et les dragées et les autres choses me firent perdre la tête. Mais le lièvre dit... »« C'est faux !» s'écria le lièvre se dépêchant de l'interrompre. « C'est vrai !» cria le chapelier. « Je le nie !» cria le lièvre. « Il le nie !» dit le roi. « Passez là-dessus. »« Eh bien, dans tous les cas, le Loir dit... » continua le chapelier, regardant autour de lui pour voir s'il nierait aussi, mais le Loir ne nia rien, car il dormait profondément. « Après cela, » continua le chapelier, « je me coupais d'autres tartines de beurre. »« Mais que dit le Loir ?» demanda un des jurés. « C'est ce que je ne peux pas me rappeler, » dit le chapelier. « Il faut absolument que vous vous le rappeliez, » fit observer le roi, « ou bien je vous fais exécuter. » Le malheureux chapelier laissa tomber sa tasse et sa tartine de beurre et mit un genou en terre. « Je suis un pauvre homme, votre majesté, » commença-t-il. « Vous êtes un très pauvre orateur, » dit le roi. Ici, un des cochons d'Inde applaudit et fut immédiatement réprimé par un des huissiers. Comme ce mot est assez difficile, je vais vous expliquer comment cela se fit. Ils avaient un grand sac de toile qui se fermait à l'aide de 2 ficelles attachées à l'ouverture. Dans ce sac, ils firent glisser le cochon d'Inde la tête la première, puis ils s'assirent dessus. « Je suis contente d'avoir vu cela, » pensa Alice. « J'ai souvent lu dans les journaux, à la fin des procès, il se fit quelques tentatives d'applaudissements qui furent bientôt réprimées par les huissiers, et je n'avais jamais compris jusqu'à présent ce que cela voulait dire. »« Si c'est là tout ce que vous savez de l'affaire, vous pouvez vous prosterner, » continua le roi. « Je ne puis pas me prosterner plus bas que cela, » dit le chapelier. « Je suis déjà par terre. »« Alors asseyez-vous, » répondit le roi. Ici, l'autre cochon d'Inde applaudit et fut réprimé. « Bon, cela met fin au cochon d'Inde, » pensa Alice. « Maintenant, ça va mieux aller. »« J'aimerais bien aller finir de prendre mon thé, » dit le chapelier, en lançant un regard inquiet sur la reine qui lisait la liste des chanteurs. « Vous pouvez vous retirer, » dit le roi, et le chapelier se hâta de quitter la cour sans même prendre le temps de mettre ses souliers. « Et coupez-lui la tête dehors !» ajouta la reine, s'adressant à un des huissiers, mais le chapelier était déjà bien loin avant que l'huissier arrivât à la porte. « Appelez un autre témoin, » dit le roi. L'autre témoin, c'était la cuisinière de la duchesse. Elle tenait la poivrière à la main, et Alice devina qui c'était, même avant qu'elle entrât dans la salle, en voyant éternuer tout à coup et tous à la fois les gens qui se trouvaient près de la porte. « Faites votre déposition, » dit le roi. « Non, » dit la cuisinière. Le roi regarda d'un air inquiet le lapin blanc, qui lui dit à voix basse: « Il faut que votre majesté interroge ce témoin-là contradictoirement. »« Puisqu'il le faut, il le faut, » dit le roi d'un air triste. Et après avoir croisé les bras et froncé les sourcils en regardant la cuisinière, au point que les yeux lui étaient presque complètement rentrés dans la tête, il dit d'une voix creuse: « De quoi les tartes sont-elles faites ? » ?»« De poivre, principalement, » dit la cuisinière. « De mélasse, » dit une voix endormie derrière elle. « Saisissez ce loir au collet !» cria la reine. « Coupez la tête à ce loir, mettez ce loir à la porte, réprimez-le, pincez-le, arrachez-lui ses moustaches !» Pendant quelques instants, toute la cour fut sens dessus dessous pour mettre le loir à la porte. Et quand le calme fut rétabli, la cuisinière avait disparu. « Cela ne fait rien, » dit le roi, comme soulagé d'un grand poids. « Appelez le 3e témoin. » Et il ajouta à voix basse en s'adressant à la reine: «
Vraiment, mon ami, il faut que vous interrogiez cet autre témoin. Cela me fait trop mal au front. Alice regardait le lapin blanc, tandis qu'il tournait la liste dans ses doigts, curieuse de savoir quel serait l'autre témoin. « Car les dépositions ne prouvent pas grand-chose jusqu'à présent, » se dit-elle. Imaginez sa surprise quand le lapin blanc cria, du plus fort de sa petite voix criarde, « Alice !» Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, chapitre 12. Déposition d'Alice. Voilà! Cria Alice, oubliant tout à fait dans le trouble du moment combien elle avait grandi depuis quelques instants, et elle se leva si brusquement qu'elle accrocha le banc des jurés avec le bord de sa robe et le renversa avec tous ses occupants sur la tête de la foule qui se trouvait au-dessous, et on les vit se débattant de tous côtés comme les poissons rouges du vase qu'elle se rappelait avoir renversé par accident la semaine précédente. « Oh, je vous demande bien pardon !» s'écria-t-elle toute confuse, et elle se mit à les ramasser bien vite, car l'accident arrivé aux poissons rouges lui trottait dans la tête, et elle avait une idée vague qu'il fallait les ramasser tout de suite et les remettre sur les bancs, sans quoi ils mourraient. « Le procès ne peut continuer, » dit le roi d'une voix grave, « avant que les jurés soient tous à leur place. Tous !» répéta-t-il avec emphase en regardant fixement Alice. Alice regarda le banc des jurés et vit que dans son empressement, elle y avait placé le lézard la tête en bas, et le pauvre petit être remuait la queue d'une triste façon dans l'impossibilité de se redresser. Elle l'eut bientôt retourné et replacé convenablement. « Non que cela soit bien important, se dit-elle, car je pense qu'il serait tout aussi utile au procès la tête en bas qu'autrement. » Sitôt que les jurés se furent un peu remis de la secousse, qu'on eut retrouvé et qu'on leur eut rendu leurs ardoises et leurs crayons, ils se mirent fort diligemment à écrire l'histoire de l'accident, à l'exception du lézard qui paraissait trop accablé pour faire autre chose que demeurer la bouche ouverte, les yeux fixés sur le plafond de la salle. « Que savez-vous de cette affaire-là » demanda le roi à Alice. « Rien, » répondit-elle. « Rien absolument » insista le roi. « Rien absolument, » dit Alice. « Voilà qui est très important, » dit le roi se tournant vers les jurés. Ils allaient écrire cela sur leurs ardoises quand le lapin blanc interrompant « Peu important veut dire votre majesté sans doute », dit-il d'un ton très respectueux, mais en fronçant les sourcils et en lui faisant des grimaces. « Peu important, bien entendu, c'est ce que je voulais dire, » répliqua le roi avec empressement. Et il continua de répéter à demi-voix « Très important, peu important, très important », comme pour essayer lequel des deux était le mieux sonnant. Quelques-uns des jurés écrivirent « très important », d'autres « peu important ». Alice voyait tout cela, car elle était assez près d'eux pour regarder sur leurs ardoises. « Mais cela ne fait absolument rien, » pensa-t-elle. À ce moment-là, le roi, qui pendant quelque temps avait été fort occupé à écrire dans son carnet, cria « Silence !» et lut sur son carnet « Règle 42. Toute personne ayant une taille de plus d'1 mille de haut devra quitter la cour. » Tout le monde regarda Alice. « Je n'ai pas 1 mille de haut, dit-elle. »« Si fait, dit le roi. »« Près de 2000, ajouta la reine. « Eh bien, je ne sortirai pas quand même. D'ailleurs, cette règle n'est pas d'usage, vous venez de l'inventer. »« C'est la règle la plus ancienne qu'il y ait dans le livre, dit le roi. »« Alors elle devrait porter le numéro 1. » Le roi devint pâle et ferma vivement son carnet. « Délibéré, dit-il au juré d'une voix faible et tremblante. Il y a d'autres dépositions à recevoir, s'il plaît à votre majesté, dit le lapin se levant précipitamment. On vient de ramasser ce papier. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dit la reine. Je ne l'ai pas encore ouvert, dit le lapin blanc, mais on dirait que c'est une lettre écrite par l'accusé à quelqu'un. Cela doit être ainsi, dit le roi, à moins qu'elle ne soit écrite à personne, ce qui n'est pas ordinaire, vous comprenez.
À qui est-elle adressée dit un des jurés. Elle n'est pas adressée du tout, dit le lapin blanc. Au fait, il n'y a rien d'écrit à l'extérieur. Il déplia le papier tout en parlant et ajouta « Ce n'est pas une lettre après tout, c'est une pièce de verre. » « Est-ce l'écriture de l'accusé » demanda un autre juré. « Non, dit le lapin blanc, et c'est ce qu'il y a de plus drôle. » Les jurés eurent tous l'air fort embarrassés. « Il faut qu'il ait imité l'écriture d'un autre, dit le roi. » Les jurés reprirent l'air serein. « Pardon, votre majesté, dit le valet, ce n'est pas moi qui ai écrit cette lettre et on ne peut pas prouver que ce soit moi. Il n'y a pas de signature. » « Si vous n'avez pas signé, dit le roi, cela ne fait qu'empirer la chose. Il faut absolument que vous ayez eu de mauvaises intentions, sans cela vous auriez signé comme un honnête homme. » Là-dessus, tout le monde battit des mains. C'était la première réflexion vraiment bonne que le roi eût faite ce jour-là. « Cela prouve sa culpabilité, dit la reine. « Cela ne prouve rien, dit Alice. Vous ne savez même pas ce dont il s'agit. » « Lisez ces vers, dit le roi. Le lapin blanc mit ses lunettes. « Par où commencerai-je, s'il plaît à votre majesté ?» demanda-t-il. « Commencez par le commencement, dit gravement le roi, et continuez jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Là, vous vous arrêterez. » Voici les vers que lut le lapin blanc. « On m'a dit que tu fus chez elle afin de lui pouvoir parler, et qu'elle assura la cruelle que je ne savais pas nager. Bientôt il renvoya dire, nous savons fort bien que c'est vrai, qu'il ne faudrait pas en médire ou gare les coups de balai. J'en donnai 3, elle en prit une. Combien donc en recevrons-nous? Il y a là quelques lacunes, toutes revinrent 2 à vous. Si vous ou moi dans cette affaire étions par trop embarrassés, prions qu'il nous laisse, confrères, tous deux comme il nous a trouvés. Vous les avez, j'en suis certaine, avant que de ces nerfs laxés ne bouleversât l'inhumaine, trompés tous 3 avec succès. Cachez-lui qu'elle les préfère, car ce doit être par ma foi, et sera toujours, je l'espère, un secret entre vous et moi. Voici la pièce de conviction la plus importante que nous ayons eue jusqu'à présent, dit le roi en se frottant les mains. Ainsi que le jury maintenant... S'il y a un seul des jurés qui puisse l'expliquer, dit Alice, elle était devenue si grande dans ces derniers instants qu'elle n'avait plus du tout peur de l'interrompre. Je lui donne une pièce de 10 sous. Je ne crois pas qu'il y ait un atome de sens commun là-dedans. Tous les jurés écrivirent sur leurs ardoises. Elle ne croit pas qu'il y ait un atome de sens commun là-dedans, mais aucun d'eux ne tenta d'expliquer la pièce de verre. Si elle ne signifie rien, dit le roi, cela nous épargne un monde d'ennuis, vous comprenez? Car il est inutile d'en chercher l'explication. Et cependant, je ne sais pas trop, continua-t-il en étalant la pièce de verre sur ses genoux et les regardant d'un œil, il me semble que j'y vois quelque chose après tout, que je ne savais pas nager. Vous ne savez pas nager, n'est-ce pas? Ajouta-t-il en se tournant vers le valet. Le valet secoua la tête tristement. En ai-je l'air, dit-il. Non, certainement, il n'en avait pas l'air, étant fait tout entier de carton. Jusqu'ici, c'est bien, dit le roi, et il continua de marmotter tout bas. Nous savons fort bien que c'est vrai. C'est le jury qui dit cela, bien sûr. J'en donnai 3, elle en prit une. Justement, c'est là ce qu'il fit des tartes, vous comprenez? Mais vient ensuite, toutes revinrent 2 à vous, dit Alice. Tiens, mais les voici, dit le roi d'un air de triomphe, montrant du doigt les tartes qui étaient sur la table. Il n'y a rien de plus clair que cela. Et encore, avant que de ces nerfs laxés. Vous n'avez jamais eu d'attaque de nerfs, je crois, mon épouse, dit-il à la reine. Jamais, dit la reine d'un air furieux en jetant un encrier à la tête du lézard. Le malheureux Jacques avait cessé d'écrire sur son ardoise avec un doigt, car il s'était aperçu que cela ne faisait aucune marque. Mais il se remit bien vite à l'ouvrage en se servant de l'encre qui lui découlait le long de la figure, aussi longtemps qu'il y en eut. « Non, mon épouse, vous avez trop bon air, » dit le roi, promenant son regard tout autour de la salle et souriant.
Il se fit un silence de mort. « C'est un calembour !» ajouta le roi d'un ton de colère, et tout le monde se mit à rire. « Que le jury délibère !» ajouta le roi pour à peu près la 20e fois ce jour-là. « Non, non, dit la reine, l'arrêt d'abord, on délibérera après. »« Cela n'a pas de bon sens, dit tout haut Alice. Quelle idée de vouloir prononcer l'arrêt d'abord. »« Taisez-vous, dit la reine devenant pourpre de colère. »« Je ne me tairai pas, dit Alice. »« Qu'on lui coupe la tête !» hurla la reine de toutes ses forces. Personne ne bougea. « On se moque bien de vous, dit Alice, elle avait alors atteint toute sa grandeur naturelle. « Vous n'êtes qu'un paquet de cartes. » Là-dessus, tout le paquet sauta en l'air et retomba en tourbillonnant sur elle. Alice poussa un petit cri, moitié de peur, moitié de colère, et essaya de les repousser. Elle se trouva étendue sur le gazon, la tête sur les genoux de sa sœur, qui écartait doucement de sa figure les feuilles mortes tombées en voltigeant du haut des arbres. « Réveillez-vous, chère Alice, lui dit sa sœur, « quel long somme vous venez de faire !»« Oh, j'ai fait un si drôle de rêve, dit Alice. » Et elle raconta à sa sœur, autant qu'elle put s'en souvenir, toutes les étranges aventures que vous venez de lire. Et quand elle eut fini son récit, sa sœur lui dit en l'embrassant « Certes, c'est un bien drôle de rêve, mais maintenant, courez à la maison prendre le thé. Il se fait tard. » Alice se leva donc et s'éloigna en courant, pensant le long du chemin, et avec raison, quel rêve merveilleux elle venait de faire. Mais sa sœur demeura assise tranquillement, tout comme elle l'avait laissé, la tête appuyée sur la main, contemplant le coucher du soleil et pensant à la petite Alice et à ses merveilleuses aventures. Si bien qu'elle aussi se mit à rêver en quelque sorte. Et voici son rêve. D'abord, elle rêva de la petite Alice personnellement. Les petites mains de l'enfant étaient encore jointes sur ses genoux, et ses yeux vifs et brillants plongeaient leur regard dans les siens. Elle entendait jusqu'au son de sa voix, elle voyait ce singulier petit mouvement de tête par lequel elle rejetait en arrière les cheveux vagabonds qui sans cesse lui revenaient dans les yeux. Et comme elle écoutait ou paraissait écouter, tout s'anima autour d'elle et se peupla des étranges créatures du rêve de sa jeune sœur. Les longues herbes bruissaient à ses pieds sous les pas précipités du lapin blanc, la souris effrayée faisait clapoter l'eau en traversant la mare voisine, elle entendait le bruit des tasses, tandis que le lièvre et ses amis prenaient leur repas qui ne finissait jamais, et la voix perçante de la reine envoyant à la mort ses malheureux invités. Une fois encore, l'enfant porc éternuait sur les genoux de la duchesse, tandis que les assiettes et les plats se brisaient autour de lui. Une fois encore, la voix criarde du griffon, le grincement du crayon d'ardoise du lézard et les cris étouffés des cochons d'Inde mis dans le sac par ordre de la cour remplissaient les airs en se mêlant aux sanglots que poussait au loin la malheureuse fausse tortue. C'est ainsi qu'elle demeura assise, les yeux fermés, et se croyant presque dans le pays des merveilles, bien qu'elle sût qu'elle n'avait qu'à rouvrir les yeux pour que tout fût changé en une triste réalité. Les herbes ne bruiraient plus alors que sous le souffle du vent, et l'eau de la mare ne murmurerait plus qu'au balancement des roseaux. Le bruit des tasses deviendrait le tintement des clochettes au cou des moutons, et elle reconnaîtrait les cris aigus de la reine dans la voix perçante du petit berger, l'éternuement du bébé, le cri du griffon et tous les autres bruits étranges ne seraient plus, elle le savait bien, que les clameurs confuses d'une cour de ferme, tandis que le beuglement des bestiaux dans le lointain remplacerait les lourds sanglots de la fausse tortue. Enfin, elle se représenta cette même petite sœur dans l'avenir, devenue elle aussi une grande personne. Elle se la représenta conservant, jusque dans l'âge mûr, le cœur simple et aimant de son enfance, et réunissant autour d'elle d'autres petits-enfants dont elle ferait briller les yeux vifs et curieux au récit de bien des aventures étranges, et peut-être même en leur contant le songe du pays des merveilles du temps jadis. Elle la voyait partager leurs petits chagrins et trouver plaisir à leurs innocentes joies, se rappelant sa propre enfance et les heureux jours d'été. Fin du chapitre 12.